Bonjour, je suis Fabrice Rousselot, directeur de la rédaction de The Conversation, et après avoir évoqué hier la pharmacovigilance, l'éthique, mais aussi la modélisation, nous allons nous attarder aujourd'hui sur la thématique du dépistage et parler plus spécifiquement du SIDEP, le Système d'information national de dépistage populationnel, je l'ai dit. Avec moi et à distance, j'ai le plaisir d'accueillir Laurent Tréluyer. Bonjour. Bonjour. Bonjour, vous êtes donc directeur des systèmes d'information à la PHP, vous êtes également membre du comité exécutif de la PHP et je crois médecin urgentiste avec le SAMU. Première question toute simple, comment aider le SIDEP et dans quelles circonstances? Le SIDEP a deux objectifs principaux. Premier objectif, c'est de permettre le contact tracing. C'est-à-dire que dès qu'un patient est détecté positif, de mettre en place l'ensemble des dispositifs pour l'isoler, détecter les contacts et mettre en place un dispositif de protection autour de lui. Le deuxième objectif, c'est d'assurer un suivi rapide de l'épidémie. Donc c'est toutes les données qui sont produites sur l'épidémie en termes de nombre de tests PCR positifs. Et un troisième objectif un peu accessoire, dans un premier temps, mais qui va devenir de plus en plus important, c'est de favoriser la recherche autour de cette épidémie. Donc c'est ces trois objectifs-là qui ont été voulus il y a maintenant un an, puisqu'on a démarré SIDEP, en tout cas l'idée de SIDEP est née il y a un an, avec une demande du gouvernement de mettre en place ce système pour permettre aux 4400 laboratoires publics et privés sur tout le territoire national d'envoyer les données des tests PCR dans un premier temps vers un système d'information, et c'est ce système d'information qui va informer l'assurance maladie et les agences régionales de santé pour faire le contact tracing d'un côté, et de l'autre côté va donner l'ensemble de ces données sous forme anonyme à l'adresse et à Santé publique France pour publier les données d'épidémiologie. Donc vous êtes né dans l'urgence d'une certaine manière, c'est-à-dire qu'en réponse à la crise, c'est le gouvernement qui a dit il faut une réponse à cette crise, et ça a été compliqué, j'imagine, de mettre ça en place, puisque c'est quelque chose qui n'existait pas. On a été déclenché vers le 5-6 avril, on avait un objectif d'ouvrir le 11 mai au départ, puisque c'était au moment du déconfinement. Le décret finalement nous a permis de gagner 2 jours le 13 mai, donc on a eu 5 semaines de travaux, avec une mobilisation de 150 à 200 personnes dans les pics, donc mobiliser des équipes de l'assistance publique, mais aussi des équipes de l'ensemble de nos éditeurs qui ont permis la mise en place de ce système d'information, avec 3 éditeurs principaux, Dedalus, MIPS et Novacom, et aussi de toutes les équipes de la Direction générale de la santé, de la Direction numérique en santé, etc., pour mobiliser autour de ce challenge qui était d'offrir un système d'information et de construire un système d'information en moins de 5 semaines. Le challenge a été réussi. Le 13 mai, on a ouvert le système d'information. On avait les tests PCR qui remontaient pour assurer le contact tracing et la surveillance épidémiologique. D'accord. Concrètement, on va essayer de comprendre comment ça marche. Par exemple, on va prendre un cas au hasard, le mien. Je suis cas contact, je vais faire un test PCR, je me retrouve positif. Comment du coup je suis comptabilisé et quel est le système comment ça se met en place par rapport au SIDEP justement? Alors vous êtes positif, le laboratoire, vous avez fait le test, le valide. À partir du moment où il est validé, votre test remonte dans le système d'information, donc en prenant un certain nombre de tuyaux, de tuyaux qu'on a montés entre la PHP et l'ensemble des 4400 laboratoires, avec différents intermédiaires, pour remonter. Et donc là, ce test-là positif déclenche une information vers vous avec l'émission d'un premier QR code qui vous dit
On vous confirme que vous êtes bien positif. C'est un complément au résultat que vous a envoyé le laboratoire. Et puis, on informe l'assurance maladie. L'assurance maladie, à communication, lui envoie tous les tests, dont les positifs. Et à ce moment-là, le personnel de l'assurance maladie vous alerte, vous téléphone pour dire « vous avez été dépisté positif, avez-vous besoin d'un arrêt de travail, avez-vous des cas contacts, on peut vous envoyer la possibilité de faire tester tous vos cas contacts et on vous demande de vous isoler ». Donc ça, c'est la partie contact tracing. Ça peut être aussi, dans le cas de cluster, c'est piloté là, par les agences régionales de santé. Hein, quand il y a plusieurs personnes infectées au même endroit, il y a une enquête qui est diligentée par l'agence régionale de santé. Donc là, on est vraiment sur le dépistage et la détection nominative des personnes pour les protéger et protéger leur entourage. Tous les soirs et de manière directe, on envoie les données à Santé publique France et à l'adresse. Et le lendemain, vous avez les chiffres qui tombent, et donc votre cas positif est comptabilisé, là, dans les 50 000, par exemple, qui ont été publiés hier soir à 18 h. Donc vous êtes comptabilisé dans ces cas positifs parmi les 800 000 tests qui avaient été faits hier. D'accord. Ouais, c'est efficace, ça a l'air efficace en tout cas. Voilà. On parle de traçage, on parle de dépistage. On a vu durant ces derniers mois qu'il y a eu voilà, une question aussi concernant les données privées, sur l'adhésion des gens, sur l'acceptabilité. Certaines des plateformes de traçage de départ ont été mal acceptées. Comment vous gérez ces problèmes? Alors, dans un premier temps, le système d'information, il a été mis dans un hôpital. Ce n'est pas tout à fait neutre. On a l'habitude de gérer des données nominatives, confidentielles. C'est notre métier de tous les jours, hein, puisque tous les jours, on soigne des patients et on gère ces données-là nominatives. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, dans le cadre du décret et de la loi qui ont mis en place l'ensemble de ces données-là, on a sécurisé les données. D'abord, donc elles sont bien envoyées en nominatif pour que l'assurance maladie et les agences régionales de santé fassent leur travail, mais elles ne sont gardées que 3 mois. Donc au bout de 3 mois, au 91e jour, on détruit les données. Donc il y a une durée de vie et on ne les utilise pas au-delà. Et vers Santé publique France et vers l'adresse, elles sont anonymisées avec la création d'un pseudonyme, avec un algorithme spécifique qui ne permet pas de remonter. Ça, c'est le deuxième élément. Troisième élément, sur la sécurité, et on a mis en place un système très sécurisé avec un pilotage et un contrôle par l'ANSSI, l'Agence nationale des sécurités de l'information, qui nous assiste sur tous ces aspects de sécurité. Et on a aussi un appui de la CNIL avec des contrôles. On en est à notre 3e contrôle de la CNIL qui vient voir si on respecte les éléments de confidentialité, qui va vraiment au fond du cœur du projet et du système d'information pour bien vérifier, par exemple, à regarder si on détruisait bien les données au bout du 91e jour, on n'avait pas des éléments qui étaient gardés dans un coin, etc. Donc on est vraiment aidé et sécurisé et contrôlé autour de ces sites d'information pour garantir la sécurité et la confidentialité de l'ensemble des données. Donc c'est une garantie, c'est la destruction des données au bout de 3 mois, c'est important pour le public? Oui, c'est une garantie. Je pense que c'était voulu par les législateurs parce qu'on avait un objectif qui était le contact tracing, le suivi de l'épidémiologie. Au-delà de 3 mois, on n'a pas besoin de garder les données. Alors, on envoie quand même les données, mais là, vraiment anonymisées dans le cadre de la recherche, donc vers le Health Data Hub, qui permettra de faire des recherches a posteriori, en sachant que dans ce cadre-là, le patient peut s'opposer à cet envoi vers le Health Data Hub. Il y a plusieurs patients qui ont exercé leur droit d'opposition, alors que sur les autres motifs, ils ne peuvent pas s'opposer dans l'utilisation de ces données. C'est quoi, j'allais dire, la suite? Parce que là, on comprend bien ce que vous faites à l'instant T, hein, on dépiste, on essaie d'isoler évidemment les cas qui sont positifs. Comment on envisage la suite de ce travail de dépistage? D'abord, on avait étendu, on parlait des laboratoires, maintenant les tests sont faits depuis le mois de novembre dans les pharmacies, donc c'est les tests antigéniques. Là, on démarre les tests salivaires, donc de manière systématique. Hein, dans les écoles, maintenant, elles sont fermées, mais on le fait dans nos établissements de santé. Là, on teste régulièrement toutes les semaines un certain nombre de personnels pour éviter la création de clusters dans nos établissements. Donc ça, c'est les éléments. On a étendu le champ du nombre de tests et de la diversité des tests. Et le point suivant, puisque le gouvernement nous a demandé de travailler sur la notion de preuve de test, et donc pour que vous puissiez voyager,
et d'avoir une preuve de test négative qui soit certifiée à partir de SIDEP. Donc on enverra une notion de QR code qui pourra certifier le fait que vous êtes bien négatif moins de 72 heures et que ce test-là, ce n'est pas une recopie d'un examen de laboratoire, ça sera certifié par SIDEP et par le système mis en place. Donc ça, c'est un travail qui est en cours, qui devrait atterrir dans les prochaines semaines. C'est important, avant les vacances, j'allais dire. Est-ce que ça prendra en compte aussi les gens qui sont vaccinés? Vous savez, on a parlé de ce passeport vaccinal. Est-ce que c'est dans le même cadre ou c'est différent? Alors, nous, on s'occupe des tests. Hein. C'est l'assurance maladie qui travaille sur la partie vaccination. Donc, il y aura bien cette notion de passeport vaccinal, puisque le gouvernement et le président de la République l'ont annoncé, hein, et la Commission européenne l'ont annoncé, qu'il y aurait une forme. Alors, on ne connaît pas encore complètement la forme, mais effectivement, c'est plutôt mes collègues de l'assurance maladie qui travaillent sur cette partie-là. Mais en sachant qu'on va faire un ensemble, il y aura et la notion de « je suis vacciné », et puis il y a la notion de « j'ai un test négatif », qui sont deux notions qui sont complémentaires, qui ne s'opposent pas, qui sont complémentaires. Dernière question, est-ce qu'on peut envisager du coup que cet appareil de dépistage, cette plateforme, intervienne sur d'autres médicaments, sur d'autres épidémies? Là, on est dans un cadre précis, mais on a l'impression que ça pourrait se décliner dans d'autres circonstances. C'est un des enjeux des réflexions actuelles, hein, c'est de se dire on a monté un système ad hoc spécifique dans le cadre d'une épidémie, c'est donc focalisé sur l'épidémie de Covid. On va bien... on l'a fait dans l'urgence, on a pris, et maintenant, ce qu'on en fait. Donc, il y a fait partie des choses où on doit le faire perdurer pour pouvoir le remonter s'il y a une autre épidémie, première chose. Donc, comment on fait durer dans le temps ce système et comment éventuellement on l'étend à d'autres maladies infectieuses aiguës. Et ça fait partie des travaux que mène la Direction générale de la santé, puisque c'est elle qui pilote ces éléments-là, et qui, dans leur réflexion, se disent maintenant comment on fait perdurer et quel champ on met. Est-ce qu'on met que les maladies infectieuses? Est-ce qu'on met d'autres pathologies? Et ça fait partie des travaux qu'ils ont actuellement. Merci, ce seront donc les mots de la fin. Au revoir. Merci beaucoup, au revoir. Bonne journée. Au revoir et à bientôt.